Bonjour à tous d'être présents. Puis un gros merci en effet. Aujourd'hui, en fait, je suis très heureuse de vous introduire Robert Paré, notre conférencier d'aujourd'hui. En fait, Robert, ça a été une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à la Société d'histoire. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Et c'est fascinant, l'histoire qu'il va vous raconter, comment il a pu aller creuser dans les archives de différents endroits, tout ça, pour reconstituer l'histoire de son grand-père. Vraiment, vous allez voir, il est éloquent, passionné, c'est magique en fait. Donc vraiment une très très belle conférence qui s'en vient pour vous. Sinon aussi, après la conférence, moi je vous inviterai à venir vous faire un tour dans la Société d'histoire, donc nos nouveaux locaux. On est chanceux, avouez qu'il y a juste la belle pièce qu'on occupe présentement, la salle de conférence multifonctionnelle, mais tout le bâtiment en fait, est merveilleux. Donc ça vaut la peine de faire un tour et aller voir les différents endroits. Donc je ne parlerai pas plus longtemps, je vais vous laisser entre bonnes mains avec Robert et vraiment bonne conférence. D'abord, je vous remercie infiniment d'être venu en si grand nombre. On ne s'attendait pas qu'il y ait tant de monde que ça. Entre autres, aux gens de ma famille aussi qui sont venus, les gens des mariés. D'abord, présentation rapide, Robert Paré. Je suis le petit-fils de Joseph Marié, qui était un notable de ville de Drummondville, qui est né au 19e siècle, mais qui a, on ne peut pas dire qu'il a marqué de façon particulière la ville, mais il a été là pendant ce que j'appelle la grosse période de développement de Drummondville, dans les années entre 1910-15 et 1930-40. Il est arrivé, en fait, je me suis intéressé un peu à sa vie comme ça, mais c'est uniquement dans les dernières années que l'intérêt est arrivé. En fait, l'intérêt n'était pas de moi. C'est une cousine, Louise Marié, qui m'avait suggéré. Enfin, on avait discuté. On se rendait compte que dans la famille, la mémoire de notre grand-père était en train de s'effacer. Notre grand-père avait fait des choses extraordinaires. Et puis même à l'intérieur de la famille, il y avait des gens qui l'ignoraient. Alors il fallait comme faire rafraîchir la mémoire de tout le monde. Et on se demandait si ce ne serait pas utile d'écrire une petite monographie ou une biographie comme ça. Et l'idée, le germe est parti de là. J'ai décidé de relever le défi, ne sachant vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Et au fur et à mesure que je suis entré dans le projet, ben là, ça s'est développé. Ça finit par se traduire. Ça a dépassé même toutes les espérances que j'avais. Je suis parti avec l'idée d'une petite monographie de 50-60 pages. Et au moment où on se parle, où j'achève, je vais vous en reparler, je suis rendu à peu près un livre d'environ 300 pages. Alors, c'était pas du tout ça à quoi je m'attendais. Alors, j'ai fait des découvertes assez intéressantes. La conférence, je l'ai divisée en deux parties distinctes. La première partie, je vais vous parler de mon expérience de chercheur, comment j'ai fait mes recherches, qu'est-ce que j'ai trouvé, à quel endroit j'ai été. L'idée, c'est vous donner une idée que moi, j'ai aucune expérience en histoire. Je ne suis vraiment pas dans le domaine, je suis ingénieur. Mais je me suis rendu compte que c'est possible, à peu près à n'importe qui décide de se lancer dans une aventure comme ça, que c'est possible d'arriver à des résultats. J'ai été le premier surpris moi-même. Évidemment, il faut être un petit peu obstiné, il ne faut pas lâcher du tout. Mais c'est possible de faire quelque chose. Alors, dans la première partie, je vais vous parler de mon expérience de chercheur. Dans la deuxième partie, je vais sauter dans le vif du sujet et je vais vous raconter 2 épisodes de la vie de mon grand-père. Ils sont tirés directement de mon bouquin. En fait, je suis parti d'un petit livre, je suis rendu mon manuscrit est rendu à peu près pas loin de 300 pages. Les choses vont relativement bien. J'espère terminer au printemps, puis j'espère publier à l'automne l'année prochaine. Alors, ceux qui voudront en savoir plus sur ce que je veux dire, aller plus loin, attendez encore un an et vous allez avoir encore plus d'informations sur mon grand-père. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, le titre que j'ai donné à la conférence, c'est « Comment transformer une montagne d'archives en biographie ». Parce que quand on fait de la recherche, dans ce cas-là, on fait face à une quantité énorme de documents, puis il faut aller chercher. Dans bien des cas, on est déçu, on ne trouve pas ce qu'on cherche. On peut passer des heures et des heures à rien trouver. Puis tout à coup, on trouve ce que j'appelle la pépite d'or. Et ça, c'est assez pour nous rendre heureux, puis nous faire oublier toutes les heures qu'on a perdues à rien trouver. D'ailleurs, je vous présente tout de suite mon grand-père, Joseph Marié, alias Joe Marié, parce que ses contemporains l'appelaient Joe. Aimez-vous mieux comme ça? Oui. OK, alors on va rester comme ça. OK, alors c'est mon grand-père. Alors, Joseph Marié, c'est le nom qu'on lui donne, c'est Joe.
Joe marié, dans la famille, on l'appelle l'oncle Joe. Donc, dans mon livre, je l'appelle Joe. Même sur l'entête de son papier alerte, c'est marqué Joe marié, avocat. Alors, mon grand-père, en gros, il est né en 1887 d'une famille du 5e rang de Drummondville qui était très pauvre, des cultivateurs. Il devient un avocat en 1910. Déjà, on voit une mobilité sociale qui est assez rare pour l'époque. Être fils de cultivateur, devenir avocat. Il est aussi secrétaire trésorier de la ville entre 1914 et 1936, puis a été greffier de 1936 à 1944. Donc, il a consacré 30 ans de sa vie au service de la ville. C'est quand même beaucoup là, dans la vie de quelqu'un. Un point important à retenir, c'est qu'il était conseiller juridique de la Southern Canada Power. Pour les moins de 60 ans, puis heureusement, il n'y en a pas trop, la Southern Canada Power, c'était la compagnie d'électricité qui fournissait l'électricité à Drummondville et dans une grande partie des cantons de l'Est. Et la Southern, elle a vraiment développé la ville parce qu'elle a construit deux grands barrages, enfin, deux barrages. À l'époque, ils étaient grands, aujourd'hui, c'est des petits barrages. Un qui est près d'ici, sur le parc Ouidiat, et un autre qui est plus haut, à la chute Hemming, ce qu'on appelle le barrage Hemming. Alors, ces barrages-là ont généré de l'électricité et la Southern Canada Power a vendu cette électricité-là à des usines qu'elle est allée chercher à l'extérieur. Donc, c'était un agent de développement important. Et c'est pour ça que mon grand-père a été son conseiller. Mon grand-père est engagé aussi dans de nombreuses associations caritatives. Il a été député provincial de 1936 à 1939, juge de 1946 à 1962 et il est décédé le 26 janvier 1961. Alors, la première partie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu la genèse et mes recherches. Bon, avant de partir dans cette aventure-là, j'ai fait mon inventaire. Qu'est-ce que je possède comme information sur mon grand-père? Bon, dès le départ, je me suis rendu compte que je ne possédais pas beaucoup d'informations sur lui, d'informations qu'il nous avait léguées dans la famille. Mon grand-père, c'est une personne qui était très, très humble. Et je pense que pour lui, écrire ses mémoires, c'était comme pratiquement un acte d'orgueil, je pense. Alors, il n'y a à peu près rien laissé, même pas de correspondance. La correspondance que j'ai trouvée de lui, je l'ai trouvée chez d'autres personnes. Mais de lui, on a peut-être une ou deux lettres. Par contre, il a fait faire sa généalogie complète. Et aussi, là où c'était vraiment merveilleux, c'est que plusieurs de ses frères et sœurs ont écrit leur mémoire, ont écrit sur lui, sur la famille, et ça, j'ai puisé beaucoup. On a des photos de famille. Il y a aussi une tradition orale assez riche, mais des fois, il faut se méfier. Je vais vous en parler. Et finalement, sa fille, qui est ici, ma maman, qui est une source extraordinaire, c'est la dernière descendante de la famille mariée. Et ça m'a permis d'aller rajouter beaucoup d'anecdotes, puis aussi d'étoffer mes sujets. Elle est inépuisable, elle a encore une mémoire extraordinaire. Merci beaucoup, maman. Dans la famille, ça c'est la photo prise autour de 1910 de la famille de mon grand-père. Les parents, c'est Amédée Mathilda. Mon grand-père, vous le voyez en haut, en bleu, Joseph. Alors, c'est son frère Ernest qui est le plus prolifique. Il a laissé lui, des écrits. Il a écrit non seulement sur lui, mais sur tous les membres de sa famille. Et ça a été très riche pour mes sources. L'autre qui a écrit beaucoup, c'est Georgiana, une autre sœur. Et une qui était aussi très, très prolifique, c'est ce qu'on appelle la tante Anna. Donc, c'était la tante de mon grand-père. C'était une institutrice. Elle lui a d'ailleurs enseigné à mon grand-père. Et non seulement ça, elle lui a enseigné à l'école Durand du 5e rang de Drummondville. Après ça, elle est venue en ville, sur la rue Laurier, enseigner aux enfants de mon grand-père, dont ma mère est ici présente. Et elle a écrit sur la famille. Bon, je parlais un petit peu de la tradition orale. Dans toutes les familles, il y a des anecdotes qui se transportent d'une génération à l'autre. C'est comme ça chez les mariés. On en a beaucoup. Alors, je vais vous parler un peu, par exemple, mon grand-père était un homme bon et généreux. Ça, tout le monde nous dit ça quand on était tout petit. Avec ton grand-père, c'était quelqu'un, il était généreux, il donnait beaucoup d'argent au monde. Ça, c'est une première anecdote. Mon grand-père a défendu son propre père en cours contre un Anglais qui voulait lui voler sa job. Intéressant, ça. Intéressant. Au jeu, mon grand-père était un mauvais perdant. Vous allez voir qu'il n'était pas juste mauvais perdant au jeu. Une fois juge, c'était un juge qui était trop clément. Et des citoyens l'ont fait remplacer pour mettre un juge plus sévère à sa place.
Alors, ça, c'est un exemple des nombreuses anecdotes sur lesquelles j'ai dû travailler, parce que mon but, c'était justement pour les mettre sur papier pour une fois, parce qu'au lieu d'être purement verbal comme tradition, on va les mettre, au moins, on va les coucher sur papier. Mais avant de faire ça, il fallait que je valide ces anecdotes-là. Et à la fin, dans quelques minutes plus tard, je vais vous donner les résultats de mes recherches pour savoir si tout ça est vrai. L'autre chose dans ce projet-là qui est un petit peu audacieux, j'ai voulu faire un projet sans papier. Là, je reviens encore, pour les moins de 60 ans, c'est un petit peu bizarre, mais moi, je baigne là-dedans depuis très longtemps. Ma carrière fait en sorte que je connais bien les technologies de l'information. Donc, je me suis lancé, je vais faire un projet, disons, le moins de papier possible. Donc, tout ce que je vais avoir comme information, il faut que je sois capable de la numériser et de travailler avec un ordinateur. Alors, ça donne à peu près ceci. Ça, c'est un petit peu l'arrangement. Je vous lance ça très rapidement. J'ai un ordinateur, j'ai un grand écran, vous allez voir, c'est assez utile. Des numériseurs pour numériser les photos de famille à un niveau de très bonne qualité pour qu'on puisse les imprimer plus tard. Puis un deuxième numériseur dans lequel je peux mettre une pile de feuilles, puis lui, il va toutes les numériser. De sorte que toute l'information se retrouve dans mon ordinateur, puis je garde une copie de sécurité sur ce qu'on appelle le nuage. Là. Si jamais je passe au feu, il n'y a pas de problème. Puis autre chose, je peux accéder à mes informations partout à travers le monde par Internet. L'autre outil extraordinaire, c'est ça, ce qu'on appelle l'iPad. Il y en a quelques-uns qui en ont. Je l'ai acheté justement, juste à moment où je commençais. Parce qu'avec ça, ce qui arrive, c'est que maintenant, quand je me présente dans un centre d'archives, autrefois, on voyait un document, on allait au photocopieur, photocopier, on revenait. Moi, maintenant, je prends le document, je prends une photo avec mon iPad, je vois tout de suite si c'est bon. Et là, je garde ça dans mon ordinateur. Donc, je peux tout numériser, une grosse partie. Ça, c'est vrai dans la mesure où les centres d'archives vous le permettent. Je vais vous en parler, ce n'est pas toujours le cas. Et aussi, je peux m'en servir pour enregistrer et puis je me brancher au nuage. Un écran large, bien, c'est un cas spécial, il y a 34 pouces sur mon écran. L'avantage, c'est que je peux travailler comme si j'avais un bureau avec plusieurs documents ouverts. Au lieu d'être du papier sur mon bureau, c'est du papier à l'écran. Vous avez le cas où je suis en train d'écrire le chapitre 12 à gauche et je travaille avec ma source, qui sont les minutes du conseil de ville. Ici, vous pouvez voir, c'est mon grand-père qui est greffier. Vous voyez sa signature, c'est lui qui a pris les minutes. Alors, Joseph Marié greffier. L'autre chose qu'on peut faire avec un grand écran, c'est qu'on peut consulter des journaux de pleine grandeur. Un des problèmes que beaucoup ont rencontré, Yolande Allard, qui est ici, qui est historienne, m'en a parlé, puis je suis très conscient, c'est que souvent dans les centres d'archives, on est obligé de faire de la consultation sur des microfilms, parce qu'on ne donne pas accès aux documents originaux. Et selon les machines à microfilm, ça peut être très pénible de faire cette recherche-là. Quand on a un journal qui est numérisé, on peut le faire apparaître en pleine grandeur. Et les petits caractères sont lisibles à l'écran comme si on avait le journal au complet. Alors, c'est un exemple ici que j'ai pour la parole. Mais malgré tout, je n'ai pas été capable de me débarrasser du papier. Ça, c'est ma petite bibliothèque. C'est le seul endroit où j'ai du papier. Alors, j'ai des livres, je garde des photos, mais c'est tout ce que j'ai. Si tout ce que j'ai numérisé était sur papier, je pense que ça ne rentrerait pas dans mon bureau. Alors là, on commence. Après avoir fait mon inventaire, m'être équipé en informatique, j'ai dit, je me lance. Alors, je vous présente ça comme étant un genre de rallye. Alors, mon premier rallye, évidemment, bien sûr, c'est la Société d'histoire de Drummond. C'était mon départ. J'ai commencé par me devenir membre et comme je savais que c'était un projet de longue haleine, je n'ai pas pris de chance, je vais être membre à vie. Comme ça, je vais être correct. Alors, j'arrive au printemps 2014, je rencontre Hélène Bérubé qui est ici, Martin Bergevin et Hélène Vallière qui maintenant n'est plus. Elle est allée à la ville actuellement. Et on commence avec Martin, on fait des recherches et j'étais un petit peu déçu. Martin et moi, on ne connaissait pas trop les outils pour chercher, puis on n'a pas eu de très bons résultats. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même persévéré et j'ai commencé par dépouiller les journaux. Parce qu'ici, si vous allez faire un petit tour tout à l'heure, vous allez voir, ils ont tous les journaux de Drummondville, tous reliés. Alors, j'ai commencé à dépouiller La Parole, le Spokesman, et là, j'ai commencé à avoir d'informations sur mon grand-père parce que c'est un personnage public, mon grand-père. Alors, même s'il n'avait pas laissé grand-chose de lui-même, l'histoire a gardé les traces de lui. Et ça, c'est probablement ce qui m'a sauvé dans ce projet-là, c'est que si lui n'avait rien laissé, il y en a beaucoup d'autres qui ont parlé de lui. J'ai acheté des livres et la Société d'histoire, en fait, c'est Hélène, m'a mis en contact avec Yolande Allard, qui est une historienne bien connue ici, et je lui ai parlé de mon projet. On était à peu près au mois de juin en 2014. Et une des choses qu'elle me dit, elle m'a dit, va faire un tour
aux archives du séminaire de Nicolette. Je savais que mon grand-père avait étudié au séminaire de Nicolette, j'avais ça dans l'idée. Et là, il me dit, il y a un nommé Hector Laferté, dont le fonds est conservé. Et Hector était tout l'opposé de mon grand-père. Hector, il gardait tout, sa correspondance, toutes les lettres, tout ce qu'il faisait. Et ça a fait un fonds énorme qui aujourd'hui est une vraie richesse pour les chercheurs. Vous allez voir, ça a été utilisé aussi. Une des sources, puis il y en a qui vont dire, bon, l'Internet, c'est pas, on peut raconter n'importe quoi, c'est plein de fake news, il y a du fake history sur Internet. C'est vrai, mais il y a aussi de la vérité sur Internet. Et si vous fouillez bien, vous êtes capable de trouver de l'information qui est très, très valable. Dans mon cas, je vais vous en parler, j'ai carrément trouvé un trésor sur Internet. Ça a permis quasiment d'écrire 2 chapitres avec ce que j'ai trouvé là-dedans. Il y a beaucoup d'informations historiques qui est numérisée. Il y a des grands organismes comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui ont un programme de numérisation, entre autres pour des journaux. Il y a beaucoup de journaux du Québec qui sont maintenant numérisés, qu'on peut consulter. Vous voulez voir le journal La Patrie de 1936, on peut aller le consulter directement. Et certains de ces journaux-là ont même une reconnaissance de caractère, on peut chercher des noms. L'autre jour, je cherchais Joseph Marié, juge, dans La Presse, et j'ai trouvé une série d'articles sur mon grand-père publiés dans le journal La Presse, avec cet outil-là. L'autre aspect intéressant d'Internet, c'est qu'avant d'aller dans un des nombreux centres où j'ai été, j'allais toujours sur le site, le portail du centre de recherche, le centre d'archives, et là, j'avais souvent la liste des collections, des fonds, et là, ça me donnait une idée de ce que je pouvais chercher. Dans certains cas, même, on est obligé de le faire à la Bibliothèque et Archives nationales. Normalement, vous pouvez demander à l'archiviste ou vous pouvez faire votre recherche, publier une réquisition et demander « Allez me chercher tel document ». Alors, on peut faire tout ça avant même de se présenter. L'autre chose importante, c'est que ça me permettait instantanément, mais je le fais encore, je veux valider un fait, je vois tel député a été au pouvoir, je ne sais pas en quelle date, je tape sur Internet et en quelques secondes, j'ai ma réponse. Merveilleux. Et un dernier mot sur les moteurs de recherche sur Internet comme Google. Il faut faire attention parce que si vous tapez Joseph Marié sur Google, vous allez avoir peut-être 2 ou 3 réponses. Une biographie de l'Assemblée nationale, c'est tout. Mais il y a beaucoup d'informations sur Joseph Marié, c'est juste que Google n'est pas capable d'aller la chercher. Il faut aller la chercher autrement, il faut aller sur d'autres portails pour faire des recherches à l'interne. Alors, il faut faire bien attention aux moteurs de recherche. Alors, le deuxième arrêt, recommandation de Yolande, les archives du séminaire de Nicolette, ce qu'on appelle le CAR, Centre d'archives régionales du séminaire de Nicolette. Alors, le séminaire de Nicolette, lorsqu'il a été vendu au gouvernement du Québec pour faire l'école de police, ils ont reçu une bonne somme. Et avec cet argent-là, ils ont démarré une fondation, ils ont créé un centre d'archives qui conserve beaucoup d'informations. Et là, c'est très riche. J'ai trouvé, je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de renseignements sur mon grand-père, ses bulletins scolaires, des photos, des activités. Et le fameux fonds Hector Laferté, qui a été une source extraordinaire parce qu'il y avait de la correspondance entre Hector Laferté et mon grand-père. D'ailleurs, Hector Laferté et mon grand-père, c'est des collègues, c'est des confrères au séminaire. Ils ont été dans la même classe, ils ont grandi ensemble, et toute leur vie, même s'ils étaient adversaires en politique, c'est demeuré de bons amis. J'ai découvert aussi, il y a tout un chapitre complet qui pourrait faire l'objet d'une conférence en soi, c'est ce qu'on appelle l'affaire de la fabrique, c'est l'histoire de la quasi-faillite de la paroisse Saint-Frédéric. Alors, mon grand-père est impliqué là-dedans aussi. Et ce que je n'ignorais, c'est que mon grand-père a eu de la correspondance avec Camille Duguay, qui est le fondateur de la Parole. Et Camille Duguay a eu des petits problèmes et mon grand-père a essayé de lui donner un coup de main. Ça aussi, je raconte tout ça dans mon livre. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Un exemple. La plus vieille photo qui existe de mon grand-père, il y a à peu près 12-13 ans, vous le voyez, il est là. Ça vient des archives du séminaire. Le voici encore. Et là, mon grand-père m'avait toujours dit, il n'y a pas de sens musical, il chante faux, tout ça. Alors, la seule position qu'ils ont trouvée dans la fanfare, c'est joueur de triangle. Ça, c'est sa photo à sa graduation en 1906. Il change beaucoup. Et après ça, tous ces gens qui graduaient du séminaire de Nicolette se retrouvaient à intervalles réguliers à des conventeurs. Et ils ont aussi, au séminaire, ils ont les photos de ces conventeurs-là. Alors, vous le voyez, en 1917, il s'est fait pousser une moustache. Probablement pour se faire vieillir un peu. Vous avez vu l'autre photo, il avait l'air très jeune.
1930, alors on n'a plus de moustache. Et vous remarquez quand même, ça c'est leur classe. Alors, dans ce temps-là, il y avait au moins la moitié qui étaient des prêtres, des ecclésiastiques et quelques laïcs. 1937, et j'en ai même plus récent, 1960. On le voit aussi avec sa deuxième épouse, Eva. Et au centre, c'est l'évêque Georges Melançon, qui a été curé de la paroisse Saint-Frédéric, qui a été nommé évêque à Chicoutimi. Et il les invitait, ses anciens collègues, régulièrement, chaque année, à aller le visiter. J'ai même trouvé un bulletin scolaire. Vous voyez ici, il est deuxième de sa classe, Joseph Marie. On a ses résultats, c'était 1901-1902. Et là, c'est assez intéressant. Ça, c'est le livre de compte du séminaire où on mettait tout ce que les parents payaient. Les frais scolaires, à l'époque, c'était environ 100 $ par année, mais tout compris. La pension, les cours. Et on voit quelque chose qui est assez intéressant ici. C'est marqué « Protégé par le révérend Thomas Quinn ». Thomas Quinn, c'est un curé de Saint-Frédéric qui a pris sa retraite en 1902. Et mon grand-père est rentré en 1900 au séminaire de Nicolette, mais à partir de 1902, il va l'héberger chez lui à Nicolette pour que ça coûte moins cher. Mais entre-temps, j'additionnais les lignes, mais ça n'arrivait jamais à 100 $. Les parents n'avaient pas assez d'argent pour payer les cours, et qui devait probablement compléter, ça devait être le fameux curé à la retraite, le curé Quinn. Et plus loin, il y a son frère, même ici, Elfège, plus tard, qui l'a suivi 2 ans plus tard, au même endroit. Là, on est revenu en arrière, on va partir. Et là, ce qui est aussi extraordinaire, voici une de ses compositions qu'il a écrite en 1903. Ça s'appelle, c'est dans les cahiers d'honneur. Donc, les meilleures compositions des élèves, il les recopiait dans ce qu'ils appelaient un cahier d'honneur et il conservait ça. Un siècle plus tard, on a toujours l'information. Et on a sa signature, Joseph Marié, 3 décembre 1903. Après ça, j'ai poursuivi par ordre chronologique. Donc, j'ai ramassé l'information quand il a fait son cours classique au séminaire. Prochain arrêt, j'étais au centre d'archives de l'Université de Montréal. Mon grand-père a fait son cours d'avocat à partir de 1907, en 1907 à 1910, à l'Université Laval de Montréal. L'Université de Montréal a été érigée en université canonique que juste dans les années 20. À l'époque, c'était l'Université Laval, succursale de Montréal. Et là, j'ai trouvé beaucoup d'informations encore là qui m'ont permis d'écrire un chapitre complet sur ce qu'il a fait à Montréal. Et autant c'était un premier de classe, en fait, il a fini premier de sa promotion au séminaire, et il a aussi fini, je pense, premier ou deuxième de sa promotion à l'Université Laval à Montréal, comme avocat. Troisième arrêt, Bibliothèque Archives nationales de Trois-Rivières. Ici à Drummondville, on est dans la région administrative centre du Québec. Et bon, la capitale centre du Québec, c'est Trois-Rivières. Et c'est l'endroit où se trouve le centre d'archives régional du gouvernement du Québec. Et toutes les archives judiciaires qui ont cours de tous les palais de justice du comté, des districts judiciaires, se retrouvent là. Or, mon grand-père a plaidé beaucoup au palais de justice, à la Cour supérieure du palais de justice d'Arthabasca. Et ces archives judiciaires-là ont été transférées aux archives de Trois-Rivières. Et c'est là que j'ai découvert beaucoup de dossiers de cours, d'événements. À peu près toutes les causes que mon grand-père a plaidées, je les ai retrouvées. À la Cour supérieure d'Arthabasca, je les ai toutes retrouvées. Et ça aussi, ça m'a permis de documenter beaucoup dans mon livre, de causes très, très intéressantes. Entre autres, le premier épisode dont je vais vous parler tout à l'heure provient exclusivement des archives de Trois-Rivières. L'autre chose que j'ai trouvée, c'est les greffes de notaires. Alors, il y avait des notaires en ville, dont le notaire Robillard et Moisan, et ces gens-là, ils accumulaient toutes les transactions. Par exemple, j'ai pu retracer quand est-ce que mon grand-père a acheté le terrain sur lequel il s'est bâti en 1916. C'était dans les actes. Les actes de notaire sont disponibles 75 ans après que l'acte a été fait. Donc, si vous allez là actuellement, vous allez pouvoir consulter tout ce qui a été fait jusqu'en 1941. Alors, plus on attend, plus on a d'informations. Heureusement, mon grand-père, ce qui était intéressant, c'était entre 1910 et 1930-35, et là, j'ai eu accès à tout ça. Un exemple de ce qu'on trouve d'archives judiciaires, à gauche, ce qu'on appelle un plumitif. Alors, toutes les étapes, les procédures d'une cause. Ici, un subpénat, les notes du juge et un jugement. Ça, c'est, entre autres, c'est une cause Ici, c'est assez intéressant, je ne parlerai pas trop longtemps. C'est que son frère Ernest, lorsqu'il arrive pour se marier,
le prêtre découvre qu'il n'a jamais été rentré dans les registres de l'État civil. Il est une personne qui n'existe pas. Alors, il va le marier quand même, parce qu'il ne le trouve pas comme baptistère. Mais après ça, mon grand-père a été obligé d'aller en cours pour le faire inscrire dans les registres de l'État civil. Il a fallu qu'il fasse une recherche dans toutes les paroisses pour s'assurer qu'il n'a pas été baptisé ailleurs. Et il a été en cours, et ce qu'on voit ici, c'est la demande qu'il fait au juge pour aller l'inscrire. Mais pendant ce temps-là, je n'abandonne pas la Société d'histoire. En fait, dans mon rallye, la Société d'histoire, c'est un petit peu mon puits de ravitaillement. Alors, je reviens régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours plein d'informations, donc j'ai passé des jours et des jours. J'ai continué à dépouiller les journaux, L'Homme Libre, La Parole. J'ai numérisé aussi moi-même, parce que c'était sur microfilm. Je voulais les consulter chez moi, prendre le temps, donc je les ai numérisés. La Justice et le Présent, c'est les premiers journaux à Drummondville. 1901 et l'autre, c'est 1912. Il y a un journal anglophone, pendant de la parole, qui s'appelle The Spokesman, qui a aussi été publié longtemps. J'ai numérisé aussi tous les microfilms des procès-verbaux et des règlements de la ville à l'époque où mon grand-père était actif, donc les 30 années là où il était soit greffier, soit secrétaire trésorier. Et j'ai aussi consulté des photos, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Alors ici, vous voyez, c'est une photo de 1924. C'est le conseil de ville de Drummondville en 1924. Mon grand-père est là, toujours avec sa moustache. Vous avez, ça c'est Moisan qui vient d'être élu maire, le maire Walter Moisan. Et c'est son chien ici, je ne sais plus son nom. Une autre photo qui est un peu plus tard, en 1938, mon grand-père est député à ce moment-là. Et là, il procède à l'inauguration du pont de la rivière du Nègre à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Parmi les événements d'un chercheur, il y en a de deux types. Il y en a une que j'appelle, c'est trouver ce que vous ne cherchez pas. Les Anglais ils appellent ça serendipity. Donc, c'est quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, qu'on ne s'attend pas, puis c'est un super heureux événement. Bien, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. La chose la plus extraordinaire, puis on a de la misère à le croire, ça m'est arrivé un après-midi, j'étais à la Société d'histoire, et je cherche à l'intérieur du fonds de Maurice Milot, qui est un historien de Drummondville qui est décédé aujourd'hui, qui a laissé un fonds très considérable. Et parmi le fonds, qui est d'ailleurs très, très bien catalogué, dans le catalogue, il y a différents dossiers, et tout à coup, je vois à côté d'un dossier un gros volume gris. Alors, je prends le volume en question et je me rends compte qu'il n'est même pas catalogué. Alors, la curiosité aidant, je prends le volume, c'est marqué « Registre des commissaires ». Alors, je prends le volume, et là, je l'ouvre, et là, je tombe exactement, c'est le registre des commissaires d'école de Drummondville. Et à la page où j'ouvre à ce moment-là, en haut, c'est écrit « Les commissaires, en regrettant le départ de leur confrère, M. J. Manceau, déclarent son siège vacant et nomment comme remplaçant M. Joe Marié sur proposition de M. Ernest Florent. » Ça, c'est ce que j'appelle un heureux hasard. Je suis tombé dessus et ça m'a permis de savoir. Je savais que mon grand-père avait travaillé à la commission scolaire. Et là, j'ai la date, ça s'est passé le 29 juin 1919, qu'il a été nommé commissaire. Parmi les découvertes aussi inattendues qu'on ne cherche pas, ici, vous voyez les résultats scolaires de l'école Marié, publiés dans la Parole de 1927. Vous avez vu la tante Anna que je vous ai présentée tout à l'heure? Eh bien, elle avait son école à Drummondville, une école privée où elle accueillait des enfants au primaire, dont ma maman ici présente. Et là, j'ai découvert, entre autres, que tante Gabrielle a eu 79%, et la première de sa classe, en 4e année. L'oncle Maurice, lui, a eu 77 et 3 quarts. Et ma maman, Madeleine, elle a eu 84 et 3 quarts en première année. L'autre chose aussi, puis quand je dis quand on cherche, il faut vraiment viser très, très, très large. Il y a des endroits qu'on trouve des perles, des endroits où on ne s'attend vraiment pas. Et dans tous les journaux de l'époque, il y a ce qu'on appelle un carnet mondain, où on rencontre toutes les histoires qui ne sont pas les vraies nouvelles, mais c'est les activités sociales en ville. Et je trouve, comme ça, en 1937, dans les notes locales, M. Joseph Marié est parti pour l'Angleterre samedi, où il plaidera pour la Southern Canada Power devant le conseil privé. Il est accompagné de Mme Marié. Tous deux se sont embarqués à Québec sur le Empress of Britain. Et ça, c'est de l'information que je cherchais depuis très longtemps. Quand il était parti, quelle date et sur quel bateau.
Et ça m'a été donné, pas dans un grand article, dans le carnet mondain de La Parole. C'est le Facebook de l'époque, dans le fond. 5e arrêt, les archives d'Hydro-Québec. Alors ça, c'est toute une histoire, les archives d'Hydro-Québec. Hydro-Québec a nationalisé toutes les compagnies d'électricité privées en 1963. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recueilli les archives des compagnies privées et ils les ont mis au sein de leur propre archive, non sans ayant fait beaucoup de ménage, malheureusement. Ils ont quand même conservé les documents. Alors, la première qui va me mettre sur la piste, c'est Hélène, ici présente, Hélène Bérivé. Elle revient justement cette journée-là du Centre d'archives d'Hydro-Québec et elle a gardé la copie du fonds Southern Canada Power. Alors, Southern Canada Power, je sais que c'est là où c'est fait. Mon grand-père était, le procureur était le conseiller juridique de la Southern. Alors, tout de suite, je vois que la Southern a gardé un fonds juridique. Alors, ding, s'il y a un fonds juridique, il y a sûrement l'information sur mon grand-père, ça se peut pas. Alors, je fais ni un ni deux et j'appelle l'archiviste. Et étonnamment, l'archiviste va faire un tour dans le fond. Il me répond une journée après, il dit « Je ne trouve rien sur votre grand-père, monsieur. Je suis désolé, il n'y a rien sur Joseph Maille. » Là, je trouve ça un peu étrange. Écoutez, c'est le conseiller juridique principal de la Southern Canada Power. Il n'y a aucune trace de lui dans le dossier judiciaire de la Southern. C'est quand même étonnant. Alors là, je lui dis quand même, écoutez, monsieur, je vous crois un peu sur parole. Je n'ai pas dit que je doutais beaucoup, mais j'ai dit, j'aimerais quand même consulter le fonds. Alors il me dit, il faut que vous fassiez une demande par écrit, et je vous préviens, il y a des fonds qu'on ne peut pas consulter. D'accord. Alors je fais la demande par écrit, et la réponse me revient, refus. On ne vous permet pas de consulter le fonds juridique de la Southern Canada Power. Alors c'est une immense déception. Et on me dit que ce fonds-là est considéré comme confidentiel. Mais là, comment ça se fait qu'un fonds qui date des années 1930, d'une compagnie nationalisée qui n'existe plus, est considéré comme confidentiel? C'est un peu aberrant comme idée. Alors, ce que je fais, j'ai dit, bon, Hydro-Québec, c'est une société d'État, et elle est soumise à la loi d'accès à l'information. Alors là, je me suis tapé la loi de l'accès à l'information. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que pour interdire la consultation de documents d'une société publique, il faut avoir de très sérieuses raisons. Dans le domaine judiciaire, une des excuses qui peut justifier, c'est le fait qu'il y ait une cause qui se déroule à ce moment, au moment où on se parle. C'est normal qu'on ne puisse pas consulter l'information. Alors, j'ai fait un appel. J'ai suivi la procédure et j'ai fait un appel à la vice-présidente à l'information et elle m'a donné un accès partiel, heureusement. Et là, j'ai trouvé un dossier extraordinaire dont je parle dans le livre. Je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est une bataille entre deux compagnies d'électricité, la St. Francis Hydro et la Southern Canada Power. C'est deux compagnies qui ont voulu construire un barrage au même endroit sur la rivière Saint-François. Alors, il y a la place juste pour une. Hein? Alors, il y a des batailles juridiques. Je la raconte ça dans mon livre. Malheureusement, je n'ai rien trouvé sur le fameux procès où mon grand-père a été plaidé en Angleterre. Ça, c'est autre chose. Heureusement, j'ai réussi à trouver l'information ailleurs. Autre arrêt, la BAMQ Québec. Et là, c'est à Québec, et là, c'est tout près de chez moi. Là, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur le même procès Saint-Francis, des microfilms de Maurice Duplessis, parce que mon grand-père était député sous Maurice Duplessis, et la correspondance sur la Société Saint-Vincent-de-Paul. Mon grand-père a été président de la Société Saint-Vincent-de-Paul. L'autre, tout à l'heure, je vous ai parlé des choses qui nous tombent dessus sans aller chercher. Bien là, je vais vous parler des choses qu'on trouve si on cherche, mais qu'il faut vraiment chercher. Un exemple ici, je cherche sur la crise économique de Drummondville. Alors, en cherchant sur Internet, je tombe sur une thèse de maîtrise d'une historienne qui s'appelle Maude Roux-Pratt, qui a écrit sur ça, la crise économique à Drummondville, et elle fait référence à la Société Saint-Vincent-de-Paul, et elle me donne le nom du fonds et l'endroit où le trouver. Alors, sachant que mon grand-père a travaillé pour la société, il était président, je vais consulter le fonds. Et là, dans le fond, je trouve une lettre qui est adressée à mon grand-père qui dit « Je dois vous dire avec quel plaisir j'ai lu votre lettre que vous avez adressée au Canada. » C'est quoi, c'est le Canada? C'est un journal, le Canada. Et c'est une lettre qu'il a adressée au journal. Et là, je vais fouiller dans le journal Le Canada au mois de novembre. Et je trouve effectivement la fameuse lettre ici. En fait, mon grand-père répondait à un article anonyme qui avait été publié quelques semaines avant, qui l'accusait carrément d'être un fraudeur. Alors, il s'est senti vraiment calomnié et il a bien répondu. Vous allez tout voir ça aussi dans mon livre. Université Laval, je la mentionne en passant, l'université est un des endroits qui conserve des microfilms de beaucoup de journaux au Québec. Donc, ça peut être intéressant pour la recherche.
Autre arrêt, puis ça c'est un arrêt commun entre Yolande Allard et moi. Yolande cherchait sur les inondations dont son grand-père a été victime. Moi, je cherchais sur la même inondation, mais qui a été causée, semble-t-il, par la Southern. Donc, on s'est mis ensemble, on est allé voir les archives de la Cour suprême du Canada et on a fait venir de l'information sur le fameux procès où le CN a poursuivi la Southern Canada Power, je vais vous en parler tout à l'heure. Et ils nous ont envoyé l'information, mais ça ne se donnait pas. Hein. C'est 1 $ la feuille. Ce dossier-là a 1000 pages. Alors, Yolande et moi, on a regardé les index, puis on a dit, bah, celui-là, on va le prendre. Celui-là, je pense pas. Alors, on a choisi ce qui semblait le plus approprié. Et vous allez voir, j'ai trouvé par la suite, malheureusement, ou heureusement, une voie de contournement. On a fait venir quand même 250 pages. Mais quand je vous ai parlé d'un des grands moments de la recherche, ça, c'est un moment sur Internet. Je vous parle que je procède par ordre chronologique. Donc, j'ai été toutes les cours. Et ce procès-là, après la Cour suprême, il a été porté en appel au Conseil privé de Londres. C'était une instance judiciaire qui était plus élevée que la Cour suprême. Et là, je vais fouiller sur le Conseil privé, ils ont un site. Et là, on me mentionne qu'il y a une université qui a numérisé certaines causes du Conseil privé. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Et là, je découvre qu'effectivement, la cause CN contre Southern Canada Power a été numérisée à 100%. Donc, les fameuses 1000 pages qui m'auraient coûté 1000 $, je les ai eues en 3 secondes. Ils m'ont rien coûté. Grâce à ça. Et non seulement ça, l'autre procès sur la St. Francis Hydro, même chose, il a été au conseil privé et je l'ai eu l'intégralement, un autre 600 pages de plus. Ça fait beaucoup de lecture, ça. Mais ça a été très, très, très riche comme ressource. 10e arrêt. Pour les gens qui jamais veulent travailler sur la politique Maurice Duplessis, Maurice Duplessis a laissé ses archives au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières. Et j'ai appelé l'archiviste et j'ai eu les réponses qu'on aime avoir. Se faire répondre, oui monsieur, on a un dossier de correspondance avec monsieur Joseph Marié. Alors, aussitôt que j'entends ça, je dis, tenez-vous bien, j'arrive. Et là, je me rends effectivement, il y a un dossier de correspondance qui m'a permis de monter beaucoup plus la période où il s'est présenté en politique. Et une chose importante, je vous ai parlé qu'il faut garder l'esprit très large. Dans ces dossiers-là de correspondance, il y a souvent de la correspondance de gens qui écrivent très peu au premier ministre. Donc, on ne fera pas un dossier pour chacune de ces personnes-là. On va la mettre dans un dossier d'ensemble sur un thème. Alors, en plus de fouiller dans le dossier sur mon grand-père, j'ai fouillé sur le dossier sur toutes les campagnes électorales où mon grand-père a participé. Et là, j'ai trouvé de la correspondance de beaucoup de personnes, aussi mon grand-père, et des gens de Drummondville, du Parti conservateur, dont Joe Monplaisir, que j'ai trouvé aussi à cet endroit-là. Et mon dernier arrêt jusqu'à maintenant, c'est la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Alors, par ordre, mon grand-père a été avocat, mais il a été aussi député. Et la bibliothèque de l'Assemblée nationale conserve toutes les interventions des députés. Et là, j'ai eu toutes les interventions de mon grand-père en chambre pendant qu'il était député. Autre chose aussi pour les amateurs de journaux, l'Assemblée nationale conserve des microfilms de tous les journaux du Québec. C'est l'endroit le plus complet qui existe au Québec si vous faites des recherches dans les journaux. Alors, je me retrouve actuellement avec 7300 pages. Moi qui ne pensais rien trouver sur mon grand-père, j'arrive avec 7300 pages. Plus des enregistrements audio, j'ai passé 3 heures avec ma maman, des photos de famille, des livres que j'ai achetés à la Société d'histoire, il y a beaucoup de livres intéressants, l'étude de Everett Hughes sur Drummondville, l'étude du sociologue. D'ailleurs, il parle beaucoup de mon grand-père, mais sous un pseudonyme. Et là, ça m'a pris, j'ai développé une technique là, pour concentrer tout ça, travailler ça à l'écran, et ça m'a permis quand même d'arriver à produire quelque chose. Puis je dois avouer que sans ces technologies-là de l'information, je me demande comment je suis arrivé. D'ailleurs, je me pose la question, comment faisait Robert Remilly dans le temps, quand il écrivait son histoire. Il devait passer sa vie puis sa vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, il dormait juste quelques heures par jour. Il fallait le faire. Où j'en suis, ben là, ça vous donne une idée de mon manuscrit. Sur les 15 chapitres, j'en ai écrit 12, à peu près 300 pages jusqu'à maintenant. J'écris le chapitre 13, ce que j'appelle les années difficiles, 1939-44. Il me reste à écrire la période où il est juge et la période de sa retraite. C'est quand même assez bien avancé. Si tout va bien, ben, comme j'explique, je vais finir, j'espère, au printemps, puis on va essayer de publier à l'automne. Bon, vous vous souvenez au début de la tradition orale, ben là, j'ai défouillé les livres. Alors, mon grand-père était un homme bon, ben là, ça a été, je pense que j'avais pas besoin de fouiller, ça c'est...
Mon grand-père a défendu son propre père en cours contre un Anglais qui voulait voler son job. Cela m'a donné beaucoup, beaucoup de fil à retordre. Parce qu'il y a du vrai là-dedans, mais ce n'est pas complètement vrai. En fait, il n'a pas défendu son grand-père, il a défendu un procès verbal qu'avait écrit son grand-père. Parce que c'est pas son père qui le poursuivait, le monsieur. D'ailleurs, c'est pas un Anglais, c'est un Canadien-Français qui poursuivait, pas mon grand-père, mais le comté de Drummond, pour qui mon grand-père avait écrit le procès verbal, parce qu'il contestait le procès verbal. Et mon grand-père, Joseph, a été défendre le procès verbal, en fait, le comté contre le monsieur qui le poursuivait. Mais il n'était pas question d'y voler sa job. Alors, je suis obligé de dégonfler cette anecdote-là, cette légende-là. C'était pas loin, mais c'était pas ça. Au jeu, il était mauvais perdant. C'est vrai. Vous allez voir. C'était un juge trop clément et des citoyens l'ont fait remplacer. Il y a quelques semaines, je n'avais pas la réponse. J'ai eu la réponse à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale et la réponse est vraie.